Oui. Mais pourquoi ne démissionnez pas de l'ATP? Mais pourquoi je devrais démissionner pour vous faire plaisir? Puisqu'ils ne sont pas d'accord avec votre démarche, et vous n'êtes pas d'accord avec leur démarche. Du coup, il y a guerre de leadership, et par conséquent, c'est autre trouble politique au sein de cette... Vous avez une drôle d'interprétation des choses. Non, écoutez, Cabral Libye, nous sommes des journalistes, nous posons des questions pour édifier les Camerounais. Et nous vous répondons aussi, calmement, et nous vous disons que au sein de l'ATP, la démarche qui a été choisie n'a pas emporté notre adhésion. Nous avons estimé que on a mis la charrue avant les bœufs. Et nous sommes cohérents. Et c'est pour cela que nous avons dit que non, nous on ne peut pas déposer notre dossier pour ces primaires qui symbolisent la charrue avant les bœufs. Du reste, nous restons au sein de l'ATP, nous participons aux réunions et aux réunions, nous réitérons nos positions. Maintenant, la majorité au sein, ou ceux qui décident, ont décidé de faire un certain nombre de choses que nous observons. Nous y restons comme observateurs. C'est peut-être cette réponse que vous vouliez avoir. Voilà. Ceux qui estiment donc, que vous y êtes sans sans vous prononcer sur tous les sujets, vous y êtes de manière passive, non pas tort lorsqu'ils le disent. Ils estiment que vous êtes de manière passive, mais vous ne démissionnez pas. Ils estiment que, à la réalité, vous ne faites quasiment pas un véritable choix, vous n'allez pas aux élections à l'ATP, vous y êtes tout le temps. Voilà, vous voyez que vos propos même évoluent. Au début, c'était que j'ai fui. Maintenant, c'est que nous sommes passifs. Ben, vous finirez par nous rejoindre. Hein? Donc, je suis en train de vous dire que vous voulez faire cas d'une situation qui ne mérite pas qu'on s'y attarde. Non, non, cette situation mérite qu'on s'y attarde. Permettez que nous puissions avoir un raisonnement scientifique. Monsieur Cabral Libye, permettez, nous sommes là pour édifier les masses, je le dis encore. Est-ce que vous ferez partir de ces primaires? Vous serez candidat, vous avez répondu par la négative. Non. Deuxième chose, vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de l'autre camp, le camp d'en face. Pareillement, le camp d'en face n'est pas d'accord avec votre idée. La question qui devrait justement naître dans le cadre de cet entretien est celle de savoir si ce trouble dans l'écosystème politique ne vise pas à décrédibiliser même, vous, votre crédibilité, au sein justement de l'opinion publique camerounaise. Lorsqu'il y a trouble dans l'écosystème politique et dans laquelle vous faites partie, est-ce que cela ne frise pas votre crédibilité auprès des Camerounais? Ben, dans cette question, vous la poserez à ceux qui disent des choses de nous. Nous, on n'est jamais venu à H3, radio ou télé, pour vous parler de l'ATP. Pour une raison toute simple. On ne dit rien de vous. Pour la tête et la collecte de l'information, nous allons vers la bonne source. Pour une raison toute simple, c'est que l'ATP est organisée. Et qu'au moment où nous avons mis l'ATP en place, nous avons désigné des gens qui parlaient au nom de l'ATP. Donc nous, on n'est pas dans la cacophonie. À partir du moment où des gens ont reçu la responsabilité de parler au nom de l'ATP, c'est eux qui parlent au nom de l'ATP. Et vous verrez donc des personnes qui n'ont pas mandat pour parler au nom de l'ATP, parfois viennent vous parler de l'ATP, et même pas de l'ATP, mais des autres personnes qui sont au sein de l'ATP. Vous verrez que malgré tous les efforts que vous fournissez pour m'entraîner sur ce chemin-là, je n'ai dit du mal de personne. Nous ne fournissons pas d'efforts. Je n'ai pas dit du mal de l'ATP. Nous ne cherchons je vous ai dit en revanche quelle est l'atmosphère de travail qu'il y avait en son sein. Maintenant, s'il y a d'autres membres de l'ATP qui, au lieu de venir vous parler de ce qu'ils sont en train de faire, viennent vous dire que les gens ont fui, viennent dire du mal des autres, dites-leur que non. C'est pas pour ça que nous sommes... De toutes les façons, nous ne porterons pas ce fardeau. Personne n'a dit de mal de Cabral Libye, mais encore du PCRN. Nous sommes allés à bonne source pour recueillir des informations et nous voulons justement vous en parler pour que les Camerounais soient édifiés. Honorable, ce qu'on voudrait savoir là tout de suite, c'est au sein du PCN, depuis un certain moment aussi, comme avec les pouvoirs publics, il y a comme une forme de dichotomie à l'intérieur, de mésentente avec certains de vos membres. Parce que lorsqu'on parle plus en le pouvoir public, il y a par exemple le cas du maire Bougol et Torniel, le maire Torniel aussi. Quelles sont vos relations juridiques avec ces deux élus locaux qui récemment ont quand même participé à une motion de soutien à côté du ministre Tangandi pour appeler le président Paul Biya à se représenter à l'élection présidentielle. On ne vous a pas trop entendu ce sujet-là. Quelle relation avez-vous aujourd'hui avec ces deux élus locaux? D'abord, pas le maire Tonien, parce que le maire Tonien, c'est le maire de Msondo. Il est au travail, il est au PCRN et il a des résultats élogieux sur le terrain. Je parlais de l'électrification tout à l'heure. Maintenant,
Comme dans toutes les organisations du monde, il y a à un moment des gens qui décident de quitter l'organisation et de continuer leur vie dans d'autres organisations ou dans d'autres cadres. Et cela arrive aussi au PCRN. Donc nous, au PCRN, chaque fois qu'un militant démissionne, nous lui adressons une lettre de remerciement. C'est automatique au PCRN parce que nous ne perdons jamais les moments que nous avons passés ensemble et les résultats qu'ensemble nous avons obtenus lorsque nous travaillons. C'est ce qui a été fait. Pour que, même si le camarade s'en va, que les relations ultérieures restent cordiales et tout à fait citoyennes et aimables. Donc je viens de vous donner les qualificatifs du type de rapport que nous avons avec nos camarades qui ont nos ex-camarades, parce que l'événement que vous évoquez qui a eu lieu au MINAT, je crois qu'ils ont pris la peine de signer sur ces documents comme étant anciens militants du PCRN. Donc ce qu'ils y ont fait n'engage absolument pas notre formation politique. Et si vous vous intéressiez davantage, ce n'est pas votre tasse de thé, au fichier du PCRN, vous verriez que lorsque 2 s'en vont, c'est 2000 qui adhèrent, quoi. Voilà, ils estiment qu'ils ont quitté le PCN avec pas d'ambiguïté du cœur. Ils aimaient bien cette formation politique, ils voulaient bien continuer à militer, mais ils ont été, disent-ils, frustrés en 2020. Ils estiment que lors de la campagne municipale où le PCN a gagné avec brio dans cette localité, ils postulaient au poste de maire et le PCN a envoyé non, une bataille. Ils ont reçu une forme de non-recevoir pour la poste de maire. Ils ont insisté, ils ont gagné les mairies. Est-ce que ce n'est pas une forme de bis repetita du RDPC qui là-bas envoie l'ordre et il a dit que mon parti doit véritablement s'effectuer sans que les militants ne puissent discuter? Ceux qui estiment aujourd'hui que le PCN est en train d'aller dans cette posture, est-ce qu'ils ont tort? Non, il y a une très grande différence entre ce que nous avons fait et ce qui se fait au RDPC. Nous, on a pris la peine de convoquer tous les élus dans une réunion. Et au cours de cette réunion, nous leur avons dit que, compte tenu du fait que notre dynamique était récente et que nous n'avions pas la bonne maîtrise de la moralité de tout le monde, pour cette première expérience électorale, nous nous sentions obligés nous-mêmes de désigner les élus dont nous étions sûrs de la moralité et de la fidélité, de la loyauté vis-à-vis de nos idéaux communs. Et nous sommes d'ailleurs tous tombés d'accord sur ce principe qui allait donc gouverner le choix des élus. Donc tous les élus, en repartant pour les formalités que convoquent généralement les préfets après les élections locales, savaient que c'était ce mot d'ordre-là qui devait prévaloir, ce qui ne se fait absolument jamais au RDPC. Et tous les autres maires ont suivi ce mot d'ordre. Nous avons gagné 7 communes et dans 7 communes, ce mot d'ordre a été suivi. Dans 5 communes, ce mot d'ordre a été suivi à la lettre. Et c'est dans les 2 communes que vous évoquez que ce mot d'ordre n'a pas été suivi. Et donc, ils ont passé outre les consignes, les décisions, justement. Le consensus. D'accord, tout à fait. Qu'ensemble, oui, nous avions adopté et ils se sont fait élire. Ok. La suite, vous la connaissez, vous venez de la décrire. Vous voyez qu'on avait raison d'être regardant sur le choix. Donc, ils ont fini par nous donner raison. En 2020, vous affirmiez que les choses se changent de l'intérieur. Après, 5 ans après, avez-vous le sentiment d'avoir changé quelque chose? Alors, nous, on ne l'a jamais dit. Vous disiez en 2020 que les choses se changent de l'intérieur. Ah oui, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, oui, des institutions. Vous connaissez d'ailleurs l'exemple des élus français. En 2020, je me rappelle très bien de ce que vous dites. C'est un propos que nous tenions pendant la campagne. Pendant la campagne, où nous disions aux Camerounais, et nous le maintenons encore, que ce que nous avions raté en 2018, on pouvait le rattraper en 2020. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, et ça d'ailleurs ça fait débat entre les constitutionnalistes au Cameroun, ce pays c'est un régime quasi parlementaire. Parce que le parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale décide pratiquement de tout dans ce pays. Parce que tout passe par l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela que nous disions au collège électoral en 2020, allez voter massivement, parce que si nous n'avons pas pu gagner en 2018, nous pouvons gagner
la majorité à l'Assemblée nationale. Et une fois que nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui nous installerait dans une forme de cohabitation, nous pouvons diriger le pays à partir de l'Assemblée nationale parce que les lois sont votées. La Constitution que l'on veut modifier, on la modifie à l'Assemblée. Et attention, il y a deux types de lois, hein. Ça c'est peut-être la fiche pédagogique. Il y a les projets de loi. On parle de projet de loi lorsque la loi émane du gouvernement et on parle de proposition de loi lorsque la loi émane du Parlement, donc des parlementaires. Et nous disons justement aux Camerounais que par des propositions de loi, donc des initiatives légales des parlementaires, au cas où nous avions la majorité, nous aurait permis de modifier tous les textes que nous voulons modifier, le code électoral et tout le reste, donc de redresser le Cameroun. Je rappelle que la loi de finances, c'est une loi. Elle est votée à l'Assemblée nationale. Donc lorsque vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, vous pouvez très bien redresser ce pays, en tout cas entamer le redressement de ce pays. Et c'est pour cela que nous disions que les choses peuvent être changées de l'intérieur. Mais il ne vous a sans doute pas échappé que nous n'avons pas obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ce seul constat vide votre question de toute pertinence. Statu quo, en un mot. Ben, écoutez, puisque nous n'avons pas de majorité, donc nous ne pouvons pas changer, c'est les mêmes qui sont à la direction. Nous avons pu faire bouger les lignes. Je rappelle quand même que nous ne sommes que 5 là-bas et qu'on a réussi par 2 ou 3 fois quand même à obtenir des amendements d'une loi de finances qui fait des milliers de pages et qui nous est donnée généralement la veille du jour où les discussions commencent. Mais on a quand même pu, mais c'est carrément une prouesse, et reconnue d'ailleurs par les membres du gouvernement eux-mêmes, à lire ces lois, à les décrypter et à obtenir des amendements. Nous avons à l'Assemblée nationale introduit plusieurs demandes d'enquête parlementaire sur le Covid, sur les infrastructures, sur plein d'autres choses. Ça n'a hélas jamais prospéré. Je crois que nous sommes les députés qui totalisons le plus grand nombre de questions orales et de questions écrites à l'Assemblée nationale. Donc nous, on avait d'ailleurs placé notre mandat sous le signe de l'épuisement au travail, nonobstant le caractère assez minoritaire de notre présence là-bas. Et nous nous sommes attelés à la tâche. Monsieur Diop, je peux vous dire qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître le travail du PCRN à l'Assemblée nationale. Nous nous sommes montrés dignes de la confiance qui a été placée en nous par le peuple pour que justement ce peuple puisse nous en faire davantage. Je parle de confiance. Parlons justement de ce travail acharné, sauf que vous semblez également être absent dans le cadre des revendications de certains leaders de formation politique. Je voudrais mettre sur la table ici la question sur la publication des listes nationales et internationales, justement Elections Cameroun, qui a annoncé il y a quelques jours seulement. Mais on voit des leaders politiques revendiquer, demander la publication de ces listes électorales, mais le PCRN ne dit rien. Donc son président également, qui est tout à fait silencieux. Comment comprendre cette attitude, président Cabral Libye? C'est un silence complice? Non, c'est pas parce que vous êtes ignorant ou que vous n'entendez pas ce que nous disons ou faisons que nous sommes silencieux ou inactifs. La faute, c'est à vous et je vais vous le prouver. Allez-y. Dans le groupe des 7, vous êtes au courant quand même qu'il existe un groupe de 7 formations politiques. Tout à fait. Qui depuis 3 ans a travaillé sur la réforme du code électoral. Tout à fait. Si vous suiviez un peu le travail de ce groupe, vous sauriez que bien avant que le parti que vous avez cité ne pose le problème de la publication des listes, l'année d'avant, nous on était déjà allés rencontrer et le président du conseil électoral et le directeur général des élections pour lui demander de respecter la loi. Nous on l'a fait déjà en 2023. Nous avons d'ailleurs commis un communiqué là-dessus signé par la porte-parole du groupe qui est Mme Tomaino. Et dans ce communiqué que vous pouvez retrouver, nous disons très bien que ces 2 autorités ont reconnu qu'ils n'avaient pas respecté la loi et nous ont promis qu'ils nous donneraient ces listes sous forme de clé USB. Ça a été fait? Non. Et nous avons regretté publiquement qu'ils n'ont pas tenu leur engagement. Donc maintenant, mais cela n'empêche, cela n'enlève pas aux autres organisations politiques de nous emboîter le pas et d'avoir leur méthode. Et 2 ans plus tard, pourquoi le silence? Nous sommes en 2025. Vous parlez d'une scène qui a eu lieu en 2023. Vous semblez avoir une très bonne diction pour vouloir faire croire aux Camerounais que vous l'avez fait il y a 2 ans de cela et qu'aujourd'hui vous semblez être silencieux parce que vous estimez que d'autres formations politiques ont pris le relais. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Je ne sais pas si c'est une bonne diction, gloire à Dieu si j'en ai une, mais... Vous en avez, de toutes les façons. Ah ben merci, je considère que c'est un compliment. Mais oui. Je veux simplement vous dire, même avec une mauvaise diction,
que nous avons fait une chose avant que ceux qui la font soient même si, la fassent. Même si ce n'est pas moi que vous adressez, mais aux téléspectateurs. La question fondamentale, Cabral Libye, pourquoi en 2025 n'enlève aucun mérite. Pourquoi en 2025 en train de faire, et cela n'enlève aucune pertinence à la revendication qu'ils portent. Honorable, je reprends la question. Pourquoi en 2025 vous êtes absent de cette revendication? Est-ce parce que vous l'aviez déjà fait ou alors parce que vous trouvez un autre argument pour justifier cette absence? En 2025, nous ne sommes absolument pas absents de cette revendication. Vous êtes où? Si vous vous intéressiez aux publications que nous avons faites, que ce soit ma modeste personne ou ma porte-parole, Mme Anne Fegon Noah, je crois même que nous avons été plus explicatifs sur cette question que d'autres. C'est même nous qui avons éclairé les gens sur la réalité de cette affaire. Et je me permets de le faire également pour vous. Au moins, vous ne direz plus que je suis silencieux, abusivement. Peut-être pas pour moi. Mais vous devez savoir que cela n'est pas nouveau. La dernière fois que Elekam a publié les listes, et la liste électorale définitive, c'est en 2013. 2013, ça veut dire depuis plus de 10 ans. C'est un fait, c'est connu. Ah non. Ne faites pas semblant. Non, je vous le dis que c'est connu, c'est un fait. Mais non, mais non. Si vous le saviez, vous l'auriez dit. Ça fait 10 ans. C'est ça qui fait que, première chose, que l'on arrête de donner l'impression que parce qu'une liste n'est pas publiée, alors les élections ne peuvent pas se faire et que les gens ne peuvent pas gagner. Ça, c'est une chose. C'est d'ailleurs pour cela, et je réponds à votre question, que nous pensons que l'insistance même sur ce type de sujet, pour nous, est une forme de perte d'énergie. Parce que la liste ne soit pas publiée, la liste globale ne soit pas publiée, ne nous empêche pas de contrôler les listes qui sont affichées devant les antennes communales de l'ECAM dans tout le pays. Parce que de toute façon, si vous avez du maillage territorial, je vous rappelle que chaque parti politique a le droit d'avoir des membres dans la commission d'inscription. Tout à fait. Supposez un seul instant, et nous on est dans, je crois, sur les 360 communes, je crois que nous sommes dans 288 ou 290 communes dans les commissions d'inscription. Tous ceux qui y sont vous diront que lorsque vous êtes dans une commission d'inscription, vous avez accès au fichier de la commune où vous êtes. Parce que vous êtes dans la commission d'inscription. Donc en fait, si vous êtes dans toutes les commissions d'inscription, vous pouvez vous-même consolider le fichier électoral. Parce que vous avez accès au fichier, vous pouvez faire toutes les vérifications que vous voulez, les doublons et tout ce que vous voulez à partir de là. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que quand même Elekam publiait la liste, Elekam ne l'a jamais publié, même en 2013, conformément à la loi. En fait, il n'y a même pas un seul pays au monde qui le fait comme le dit notre loi. Parce que c'est quoi rendre public une liste définitive des inscrits sur le fichier électoral? Actuellement, nous serions près de 8 millions. C'est afficher les 8 millions de noms sur un tableau à Yaoundé, à Douala, ou alors publier la liste dans un site internet. En 2013, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on nous annonçait que la liste était disponible et vous alliez, vous-même, lorsque vous étiez inscrit, consulter votre nom dans ce fichier pour vous assurer que vous êtes inscrit. Ce qui est le cas en Côte d'Ivoire, ce qui est le cas au Sénégal où les élections ont eu lieu en 2024, ainsi de suite, ce qui se fait partout dans le monde entier. Et c'est ce que nous demandons et continuons encore à demander à Elekam de faire ce soir, et nous ne comprenons même pas pourquoi Elekam ne le fait pas. En revanche, la nuance qui est d'ordre juridique est celle-ci. Et c'est même une question. Si Elekam ne publie pas la liste en décembre, comme la loi le dit, que peut-on faire? Et c'est là où vous lisez le code électoral et vous vous rendez compte qu'il y a un vide juridique. Parce que le code électoral prévoit une procédure judiciaire en cas d'erreur sur votre nom. Parce que l'ECAM publie d'abord les listes provisoires avant la liste définitive. Tout à fait. Et le code électoral dit que lorsque la liste provisoire est publiée et que vous constatez une anomalie sur cette liste, une erreur sur votre nom, un doublon, tout ce que vous voulez, vous saisissez le conseil électoral pour obtenir rectification. Et si le conseil électoral ne vous donne pas satisfaction, vous saisissez le tribunal de grande instance territorialement compétent. Donc ce n'est même pas le tribunal administratif, le tribunal judiciaire de grande instance territorialement compétent. Ça, c'est pour des corrections à apporter sur la liste provisoire. Mais sur la liste définitive, le code électoral n'a prévu aucune procédure lorsque Elekam ne publie pas la liste.
Et il y a donc certaines formations politiques qui ont saisi la justice administrative afin que celle-ci comble le vide juridique, ce que les juridictions auraient pu faire. Parce que lorsqu'il y a un vide juridique, je le rappelais tout à l'heure sur une autre question, l'une des sources de droit connues, c'est la jurisprudence. Donc, le juge administratif aurait bien pu dire, ok, comme le code électoral n'a rien prévu, moi je dis que dans ce cas, il faut faire ceci. En adjoignant donc, par exemple, en enjoignant Elecam de le faire, ça aurait comblé le vide juridique, mais ils ont fait quelque chose connu de tous, ils se sont déclarés incompétents. Ce qui est aussi de leur droit. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qui reste, c'est la pression politique. Et pour nous, c'est bien de faire de la pression politique, ce que nous aussi nous faisons, en disant, publiez la liste, donnez-nous au moins la clé USB. Mais je préfère vous le dire tout de suite, au PCRN, nous n'y consacrons pas l'essentiel de notre énergie. Parce que, comme je vous l'ai dit, à cette demande, en tout cas. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos camarades qui sont présents dans les commissions d'inscription font déjà le travail de vérification au niveau de communes où nous sommes dans les commissions d'inscription. Donc, à la vérité, nous, on fait déjà un peu ce travail. Non, vous avez trouvé juste des stratégies, vous avez trouvé des stratégies pour ne plus vous... Ben, bien sûr. Mais ça s'appelle de l'intelligence politique. Lorsque vous êtes dans un environnement comme le nôtre, où on érige des barrières partout, où on érige des blocages partout, où les gens violent la loi, que faites-vous? Vous n'avez que deux options. L'option de ceux qui s'en vont et qui ne participent pas et qui disent tant que c'est dans cet état... Et l'option de penser autrement. Et l'option de réfléchir, de mettre son cerveau en mouvement pour trouver des moyens d'y arriver. Ce n'est que comme cela qu'on peut combattre la fraude électorale, parce que tout cela participe, et je crois que tout le monde le sait, de la sophistication de la fraude électorale. Maintenant, lorsque nous décidons d'aller aux élections, nous inventons des stratégies pour pouvoir contenir ce dispositif frauduleux, c'est tout. Parlons de fraude électorale, nous ne le savons pas de toutes les façons, c'est votre affirmation là-bas. Alors, revenons justement pour parler de cette question de réforme du code électoral, jouant par l'honorable Adamou Koupit, il y a quelques années derrière nous aujourd'hui. Par la suite, Toimano Damjoya qui invite Maurice Kamto, on vous a vu sur une très belle photo, pour penser quelques éléments pour convaincre justement le chef de l'État pour la réforme du code électoral, sauf que pour avoir soufflé à Toimano Damjoya, c'était récemment, le 1er en janvier récent, on n'a pas reçu le document stratégique sur la table du chef de l'État. Et on semble constater que vous êtes resté silencieux. Est-ce que vous êtes... Je comprends pas bien la question sur la réforme du code électoral. Et vous avez bien voulu... sur la table vous avez bien voulu déposer le document sur la table du président de la République. Et il a soufflé à l'oreille de la présidente de l'UDC n'avoir pas reçu ce document. Et on a vu effectivement des formations politiques se réunir pour réécrire ce code électoral, cette réforme de toutes les façons. Et on s'est posé la question, où étiez-vous? Vous étiez passé. Alors là, je ne sais pas comment vous faites pour avoir capté ce que le président soufflait à l'oreille. Je suis journaliste, président Cabral Libye. Non, vous n'êtes pas que journaliste, vous êtes magicien. Non, ce n'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Mais de toute façon, enfin, je suis respectueux. Voilà, mais je peux toutefois l'affirmer devant la caméra parce que nous avons également les éléments factuels de ce que nous affirmons. Allez-y. Je vous dis encore que je ne remets absolument pas en cause vos talents de journaliste, magicien, tout ce que vous voulez. Ce que je vous dis en revanche, et qui est d'ordre factuel, pour avoir participé à ce travail, le document a bel et bien été adressé au président de la République. Tout à fait. Ce que vous dites déposer sur la table, c'est pas considéré. Il y a une différence entre adresser et avoir reçu. Non, enfin, on ne se lève pas, on va déposer des choses sur la table d'un président. Lorsqu'on adresse, lorsqu'on a un document, il y a un service de courrier à la présidence de la République qui est géré par le protocole d'État. Nous y avons déposé le document comme nous l'avons fait au Premier ministère, comme nous l'avons fait dans toutes les chancelleries tout à fait. Des pays amis du Cameroun, des pays amis au Cameroun, comme nous l'avons fait. Et d'ailleurs, ceux qui ont voulu nous recevoir nous ont reçus pour qu'on en discute. Donc le président de la République a bien reçu. Mais maintenant, vous nous donnez là une information. C'est assez grave. Le premier ordre, c'est que alors que nous avons déposé le dossier... Vous faites preuve de cette ignorance, le président Cabral Libye. Ce document n'a jamais été reçu par le président de la République. Il a été une fois de plus redéposé et vous étiez absent. Mais je suis en train de vous dire que... N'affirmez pas qu'il a reçu. Vous nous donnez là une information de premier ordre. Tout à fait. Et vous nous dites que le président ne l'a pas reçu. Ça veut dire que le document s'est perdu à la présidence. C'est vous qui le dites de toutes les façons. Il ne l'a pas reçu et on se limite à ça. Lorsque je vous dis que nous avons déposé un document à la présidence et que vous dites que le destinataire ne l'a pas reçu, la seule explication plausible, c'est que le document a disparu entre le lieu où on le dépose et le lieu où se trouve le destinataire.
Mais tant qu'à faire, vous semblez me dire que je n'étais pas là au moment du redépôt. Tout à fait. Dossier. Ouais, autant vous dire que le dossier n'est pas si volumineux et qu'il nécessite qu'il y ait une peuplade, que nous soyons 20 ou 30 à le transporter pour le déposer. Il est quoi, de la taille d'un ouvrage que Madame Tomaino, qui a reçu mandat de le faire, peut très bien déposer. Voilà, donc c'est pas un concours de beauté, c'est pas une parade photographique. De toutes les façons, je suis ravi de vous passer l'information que le document a été redéposé et on est tous d'accord que vous étiez absent. Le plus important, c'est qu'il a été déposé. Merci à Julien Arcel Diop. Voilà, je voudrais qu'on essaye de parler un peu de la réforme du code électoral. Tout le monde se dit, et tout le monde dit au Cameroun, et ça c'est une autorité publique, que le code tel qu'il est aujourd'hui, on peut le convoquer, les convocables, et il dessert quasiment l'opposition, le parti dit d'opposition, et l'avantage du parti au pouvoir aujourd'hui. Tout à l'heure, on a parlé des étoiles, vous dites que vous tenez, vous faites simplement du lobbying politique. Vous n'êtes plus dans des sorties de manière présidentielle, de manière quasiment agressive, comme le MRC le fait aujourd'hui, pour ameuter quasiment toute la population autour d'elle, la question de créer une certaine masse critique. Est-ce que le lobbying politique, que les politiques font depuis des années, sans rien changer à l'issue des résultats, au fonctionnement du RDP, au fonctionnement du parti au pouvoir, peut à terme changer les choses au Cameroun? Est-ce que ce n'est pas urgent aujourd'hui d'adresser cette problématique d'une autre façon pour être sûr qu'en 2025, si par exemple, on puisse avoir au terme de l'élection, une élection transparente, claire, où le vainqueur véritable des urnes pourra sortir des urnes, permettez-moi-tologie. Parce qu'on a l'impression quand même que vous, au PCN, vous êtes assez passif sur ces problématiques, où vous êtes politiquement correct sur ces problématiques. Est-ce que ça sert ou ça dessert l'opposition? Est-ce que ça sert ou ça dessert le PCN aujourd'hui? Vos stratégies que vous mettez en place pour changer chez le Cameroun? Écoutez, nous vous laissons libre de vos jugements, de vos assertions. En revanche, nous vous prions de ne pas nous prêter des propos que nous n'avons pas tenus. Nous, on ne vous a pas dit que sur ces questions, nous étions sur du lobbying politique. On vous a dit que nous concentrions nos énergies aux inscriptions sur les listes électorales et à la mise en place d'un dispositif de contournement de la sophistication du dispositif de fraude électorale. C'est ce que nous vous avons dit et ça ne s'apparente absolument pas à un lobbying politique. Je répète, absolument pas. Tout à l'heure, maintenant, est-ce que ce que nous faisons sert l'opposition? Oui, monsieur. Et d'ailleurs, ça a fait ses preuves. C'est ce qui fait que je puisse être aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce que j'ai été à mesure d'empêcher la fraude dans ma circonscription. C'est pour cela que certains de mes élus sont élus aujourd'hui parce que nous avons, pour y parvenir, empêché la fraude électorale. Et ça sert l'opposition. Tout à l'heure, honorable, lorsqu'on a adressé la problématique de l'affichage des listes électorales au niveau national, vous avez dit que vous l'aviez fait avant ce qu'ils font aujourd'hui, et qu'aujourd'hui vous êtes dans la pression politique simplement. Ça veut dire que vous n'êtes plus, on va dire comme ça, une certaine forme de gesticulation que font d'autres partis politiques parce que vous êtes certains. Je demande donc, est-ce que cette pression politique que vous faites aujourd'hui, votre choix de combat aujourd'hui, qui est politiquement correct, est-ce que vous êtes certain, ou vous êtes sûr que ça pourra changer les choses à terme? C'est pas la question que j'ai posée de manière claire. Vous faites pas des raccourcis un peu bizarres, des grilles, vous construisez des grilles comparatives entre pression politique, gesticulation politique, on s'embrouille dans tout ça, non. La pression politique, nous l'évoquons parce que c'est ce qui reste. Vous avez deux types de pression que vous pouvez exercer lorsque vous faites face à un souci. Vous avez une pression juridique, ou judiciaire, ou juridictionnelle, et nous vous disons qu'il y a un vide juridique en la matière et que les juridictions qui auraient pu combler ce vide se sont débinées en se déclarant incompétents, et c'est pour cela que la seule option qui vous reste, c'est la pression politique. C'est-à-dire sensibiliser les masses, essayer de construire une masse critique de personnes qui exigent une chose pour que la chose se fasse. C'est ce que nous vous avons dit. Et maintenant, sur ce plan-là, il y a plusieurs options, plusieurs méthodes. Et moi, je vous dis, je vous trouve un peu irrespectueux des formations politiques en traitant leurs méthodes de gesticulation. Non, chaque parti politique souverainement développe ses méthodes, son type d'action. Il y en a qui peuvent être plus intempestifs que d'autres, certains qui peuvent être plus bruyants que d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Le but de tout, c'est que... Si on ne peut pas assumer ça de la gesticulation. On n'allait pas lui demander quand même de se défaire de ce qualificatif.
Il y a un point de vue. J'ai bien dit que je me laissais libre de ces jugements. Est-ce que lorsqu'on pose une action plusieurs fois, alors qu'on n'atteint pas le résultat, c'est pas tout de la gesticulation. Est-ce qu'il n'est pas urgent de changer de paradigme pour essayer d'arriver à un résultat certain? Oui, dans le beau rôle de journaliste, vous pouvez toujours faire de la philosophie comme vous voulez. Si vous faisiez la politique, vous sauriez que c'est une construction. Rien ne s'obtient le premier jour. Vous savez, Martin Luther King est mort des années avant que Barack Obama, premier président de peau noire, soit élu aux États-Unis. Donc, vous auriez bien pu dire à ceux qui ont lutté, les contemporains de Martin Luther King, ou à Martin Luther King lui-même, de changer de paradigme parce que, en contestant la discrimination qui leur était imposée, ça ne produisait aucun résultat. Vous auriez pu dire à la célèbre Rosa Parks, lorsqu'elle a refusé de se lever dans son siège et qu'elle a été arrêtée, que cela ne servait à rien. Mais non, c'est bien la somme sur la durée de ces actions qui ont été menées par les devanciers qui ont donné Barack Obama président. Nous-mêmes qui arrivons en politique aujourd'hui, nous tirons profit du travail qui a été abattu par nos illustres devanciers, dont certains ont laissé leur vie. Parce que vous auriez bien pu dire à Ruben Oumiobe, à Ernest Ouandie et autres que ça ne sert à rien, changer de paradigme, parce que vous mourrez pour une affaire qui n'arrive pas, puisque l'indépendance telle qu'ils la revendiquaient n'était pas arrivée. Mais cela n'a pas empêché qu'après eux, d'autres continuent le combat. En 1990, aujourd'hui, nous pouvons être assis ici, nous donnons des interviews comme c'est le cas ici. Je vous rappelle que ni John Frundi n'avait pas ça. Parce que c'était le parti uni, on sortait du parti unique, il y avait une seule chaîne de télévision qui était contrôlée par un camp. Mais c'est bien le travail qui a été fait par ces devanciers qui n'y sont pas parvenus. Enfin, Frundi n'a pas pu être élu président de la République, paix à son âme, et les autres. Mais il y a de petites avancées qui s'obtiennent, qui ont été obtenues par leur investissement personnel, par leur travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on peut en tirer profit. Et nous poursuivons le combat. Et nous espérons qu'après nous, les générations futures, comme c'est le cas dans toutes les démocraties que nous admirons aujourd'hui, trouveront un système beaucoup plus amélioré dans lequel ils pourront démocratiquement s'épanouir. Donc, ne prenez jamais à la légère, mais ça je vous le dis, c'est un conseil que je vous donne. Vous voyez le bon côté des choses. Ne prenez jamais à la légère les combats que mènent les hommes politiques. C'est dynamique. Les résultats ne sont peut-être pas probants tout de suite, mais il y a quelque chose qui se fait, les mentalités changent, il y a des choses qui bougent. Donc, vous vous inscrivez toujours dans la durée. Ah oui, c'est pas forcément demain la veille que ça va changer. Absolument, absolument. Nous nous inscrivons dans la durée et c'est ce que nous disons toujours à nos jeunes militants, puisque les militants du PCRN sont en grande partie encore jeunes. Nous leur disons toujours que le combat politique, c'est un combat pour la postérité. D'ailleurs, nous, on a une boutade dans notre parti. Si vous voulez faire la politique du ventre, vous savez très bien où aller. Il y a un parti politique qui a pour leitmotiv manger, détourner, tout ce que vous voulez. Alors, avant de sortir de cette première partie, président Cabral Libye, je voudrais vous poser une question sur votre relation, finalement, avec l'ATP et ses primaires. Où en êtes-vous? Ben, les primaires sont en préparation au sein de l'ATP. Vous devez être au courant. Hein? Je le suis. Je vous pose la question et je vous amène quelque part. Ben, allons-y tout droit alors. Alors, nous avons également, vous allez le constater à l'écran, contacté quelques figures très emblématiques de cet écosystème et qui estiment que Cabral Libye a fui les primaires parce qu'effectivement ne voudrait pas affronter des personnes comme le professeur Olivier Billet et bien d'autres personnes à la question de savoir finalement à quoi vous jouez, quelle est la réponse que vous adressez à cela. Non, on ne peut pas fuir une chose que nous avons nous-mêmes toujours demandé. Ils se sont trompés. Déjà en 2018, nous demandions, nous, les primaires. Je me rappelle même lorsqu'en 2018, nous publions sur les primaires, il y a des gens qui riaient au nez. On avait été obligé d'aller chercher des exemples en Russie avec Navalny en 2012, des exemples de le pays d'Amérique centrale là, qui les organise. Non, revenons au Cameroun. Quel est justement, qu'est-ce qui justifie, revenons au Cameroun, il y a bel et bien ce grand problème ou cette problématique autour de la Chypre dans le cadre de ces primaires, le pourquoi de l'affront avec le professeur Olivier Billet. Non, ce n'est pas un affront. Bon. Lorsque les gens sont dans un groupe, ils peuvent ne pas s'accorder sur un certain nombre de choses. D'accord. Nous avons estimé que le plus urgent au sein de l'ATP, ce n'était pas les débats des choix des individus, oui, que ce n'était pas le plus urgent. Les primaires, le choix, donc les modalités de choix de ceux qui devaient conduire, de ceux qui devaient être candidats de l'ATP à l'élection présidentielle,
pour nous, devait intervenir à la fin du processus. Parce que pour nous, le plus important, c'était quoi? Mettre en place un dispositif pour encourager les gens à s'inscrire sur les listes électorales, mettre en place un dispositif de mise en échec de la fraude électorale qui existe au Cameroun, et surtout convenir d'un projet. C'est-à-dire, oui, nous sommes ensemble, nous voulons diriger le Cameroun. Travaillons déjà sur une offre politique structurée, solide, que nous allons présenter aux Camerounais. C'est une vision qui n'est pas très bien accueillie par l'autre camp. Pourtant, Cabral, tout à fait de leur droit. Tout à fait. Tout à fait. Même dans cet échange que nous avons ici, je ne crois pas que nous soyons d'accord sur tout. Ce qui est tout à fait normal. Nous ne sommes pas là pour être d'accord. Vous êtes là pour édifier les Camerounais. Maintenant, vous membres de l'ATP ou pas, mais bien sûr que vous ne participez quasiment pas, vous êtes stoïque, vous n'êtes pas présent aux réunions, mais vous voulez faire passer justement... Vous ne démissionnez pas. Ça veut dire que vous n'êtes certainement pas au courant de ce qui se fait à l'ATP. C'est vos collègues qui le disent. Oui, mais mon